une belle lumière aujourd'hui. Ouais. Bonjour Lambert Schlechter. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes commandés à la place Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, à côté de l'église. Et quand vous avez commencé la poésie? J'ai commencé à écrire très très jeune, comme tous les adolescents, un journal intime où j'écrivais ma vie. Et j'ai continué ça pendant toute ma vie. Maintenant j'ai 80 ans et je n'ai jamais arrêté. Et parfois ça s'exprime aussi, bien sûr, sous forme de poèmes. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand? En 81. C'était un recueil en allemand. Parce que ma langue d'écriture, c'est le français. Et donc là, j'écrivais en allemand. Et puis après, j'ai bien vite bifurqué vers le français et tous mes livres suivants sont en français. Donc d'une part des poèmes et d'autre part un grand projet de prose qui s'appelle Le Murmure du Monde et qui est composé de pièces de prose calibrées, c'est-à-dire chaque fois une page ou des alinéas réguliers de 10 lignes, de 15 lignes, et tout le livre se compose alors de ces fragments. Je suis donc un écrivain de fragments. Je n'ai jamais écrit un roman ou un essai sur 50 pages. Chez moi, tout est toujours morcelé. Comme ça, on peut à tout moment recommencer à écrire et terminer d'écrire, et changer de thème, et changer d'atmosphère et de ton. Moi, ça me convient. J'écris comme ça depuis toujours. Comment vous écrivez vos poèmes? Vous construisez? D'ailleurs, vous avez expliqué un petit peu. Je ne les construis pas, ils viennent tout seuls. Quand j'ai une idée, là, mes poèmes, depuis 6 ans, j'ai publié 6 recueils de poèmes qui sont des neuvains, c'est-à-dire composés de 9 vers. C'est toujours la même forme, donc là aussi, je me donne une contrainte. Mais les poèmes qui viennent tombent toujours, je vais en lire un tout à l'heure, ils tombent automatiquement dans cette forme qui me convient aussi. C'est une forme assez brève, mais pas trop brève, c'est pas du haïku rapide, ça a le temps de mettre une thématique et une atmosphère en place, et ça doit se terminer par le tout dernier vers, impair, le 9e, tout le poème donc va vers ce dernier vers. Les auteurs qui vous ont marqué? Mon grand maître d'écriture, c'est le grand écrivain français de la Renaissance, Montaigne, qui lui aussi écrivait de la prose en permanence, et chez lui aussi ça bifurque tout le temps. Il fait des digressions, il reste jamais avec le même sujet. Donc en parlant de ceci, il va vers cela et puis il revient. Donc c'est aussi une sorte de mélange, alors que lui ne sépare pas les alinéas. Chez lui, les pages, typographiquement, c'est homogène et uniforme. Mais chez moi, je mets les morceaux comme ils sont. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Moi, je lis la poésie du monde entier, et donc aussi les Français, bien sûr. Mais mes grands maîtres d'écriture, là aussi, je vais les chercher dans le passé. Je lis beaucoup les classiques chinois, les japonais, parce que là aussi, il y a cette tradition du texte bref. Donc, je circule tout le temps entre ces différents domaines culturels. Beaucoup d'Américains aussi, bien sûr. Je lis beaucoup d'Américains. Des Allemands aussi, puisque ma langue maternelle, en fait, c'est le luxembourgeois, qui est une langue germanique. Donc, quand j'écris le français, je n'écris pas ma langue, j'écris une autre langue. Mais toutes les langues se mêlent dans ma tête. Quand je lis Auden Jim Harrison, je lis en anglais. Quand je lis Gottfried Benn ou Rilke, je lis en allemand. Quand je lis Leopardi
ou Montale, et je lis en italien. J'aime bien les langues elles-mêmes et c'est un peu typique pour notre Europe et c'est encore plus typique pour mon petit pays du Luxembourg de circuler en permanence entre les langues. Et donc quand on lit les poètes, je préfère les lire dans leur langue, sauf les Chinois, je ne maîtrise pas le chinois, mais les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Français, je les lis tous dans leur langue et dans la tête, ça fait alors tout un mélange de langues diverses. Ce qui fait que très fréquemment aussi dans un texte français à moi, il y a une incidence, une bribe d'italien ou d'allemand qui me revient et que je mets dans le texte et ça vient dans la langue originale. La traduction. Bonne question. Je n'ai pas de livre en Allemagne, alors que je pourrais sans problème traduire moi-même ce que j'écris en allemand. Mais je ne l'ai jamais fait puisque je préfère écrire que traduire. Mais heureusement qu'il y a la traduction, sinon je ne pourrais pas lire mes classiques chinois s'il n'y avait pas ces passeurs que sont les traducteurs. C'est un boulot extrêmement important. Et vous venez au marché de la poésie depuis le début, je suppose? Oui, depuis, j'ai dit, pratiquement depuis 30 ans, Oui. depuis que le marché existe. On venait tout au début de nos éditions et c'est très important chaque année, cette date de juin du marché de la poésie, parce que le plus souvent des nouveaux livres qui paraissent pour le délai du marché. Donc cette année, j'ai 2 nouveaux recueils qui paraissent et qui sont présentés ici au marché. Et c'est un endroit magique, magnifique, parce qu'on rencontre A, des lecteurs, B, des poètes, des collègues, C, des éditeurs. Si on a des projets nouveaux, j'ai dans mon sac 2 manuscrits que je vais soumettre à tel et tel éditeur, donc on peut discuter de ça. Ce n'est pas comparable à d'autres salons du livre comme Francfort ou Leipzig, etc. Vous avez des millions de livres sur les champignons, sur la cuisine, sur les volcans, etc. Ici, il n'y a que la pure littérature. Et les gens qui viennent, c'est des mordus de la littérature. C'est une très haute concentration de qualité littéraire ici, sur cette petite place. Et en France, ou dans la francophonie, quels événements importants sur la poésie ou sur la littérature, si vous pouvez nous dire, à part, le marché? Il y a... Ceci, c'est l'événement le plus important, je dirais. Ça, c'est toujours le sommet de l'année. Et autour de ça, il y a ce qu'on appelle hors du marché d'autres manifestations poétiques à Paris ou dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Il y a une lecture à Luxembourg dans le cadre du marché de la poésie. Donc c'est des espèces de constellations qui sont à l'extérieur. Et donc le marché, il met en place et il énergise beaucoup d'événements tout autour. Merci beaucoup. Pas de quoi. Le travail dans lequel je note tout ce que je fais. Des notes sur la peinture ou des notes sur l'actualité. Vous faites des peintures aussi? Non, mais j'écris sur la peinture. Et ensuite des textes. Des photos, des images. Oui, des photos. Maintenant, si je cherche, je vais trouver et des photos sur l'actualité, des maisons détruites en Ukraine, parce que ça fait partie de notre vie. Comme ça, mon cahier est en même temps une espèce de chronique universelle sur les choses qui se passent. Voilà, là encore, c'est terrible. Sur des films, je fais les notes et je fais des extraits. Et là, quelque part, on va trouver, là, quand les poèmes sont écrits, je les tape
Et là, ils sont sous la forme typographiée. Super, oui. Et après, ça va rentrer dans un livre. Donc, je vais vous lire D'accord. ces deux-là. Le carillon bambou sur le balcon a pourri pendant l'hiver. Quelques étourneaux voraces viennent picorer mes graines. Les tulipes rouges dans le bac vont bientôt éclore. Pendant que passe dans le ciel gris le vol KL 728 pour Veracruz, le printemps pointe à l'horizon. Avec la mine finement pointue de mon crayon, je note la date. Sous chaque poème de Lu Yu. Je lis les poèmes de sa 80e année. Il était aussi vieux que moi, écrivait jour après jour. Je note les dates de mes jours tardifs, superstitieusement partagés avec Lu Yu. Chaque date est un pari. Voilà, et peut-être un autre qu'on va trouver si on cherche bien. Ou encore des textes comme ça qui sont des sortes de listes d'énumération. Je pourrais lire un extrait de ça. Ça s'appelle « Supplément à l'enquête d'Hérodote ». Nous tuons les dindes, les dindons, les moutons, les grives, les bœufs, les écrevisses pour les manger. Nous extirpons les plantes grasses de leur terrain vertical pour les mettre en pot et en rang sur les rebords de nos fenêtres. Nous creusons des tunnels pour passer à travers les montagnes. Les casuistes pensaient que les femmes à bicyclette feraient de bruyants orgasmes. Les semi-remorques prennent les virages en douceur. Le lézard a sa généalogie sur plus de 30 millions d'années. Une cohorte de fourmis a quitté le gros de l'armée. Les éoliennes captent le vent pour allumer les vibrateurs intimes. Les pipelines rampent silencieusement vers l'océan. Et voilà, ça continue. C'est en fait une sorte de description du monde. Voilà, encore un Nevin. Nous ne sommes plus assez ingénus pour penser le paradis comme jardin. L'au-delà est une gigantesque mansarde tapissée de pivoines rosâtres fleuries. Il n'y a aucune brise marine, juste un fétide courant d'air. Au paradis, il n'y a ni chat, ni canari, et trop de femmes nues qui ne font pas bander. Au paradis, on se fait chier pour l'éternité. Voilà, à côté de Saint-Sulpice, ça fait du bien. Oui. Merci beaucoup.